Crois-moi, Sami, que je l'ai mis sur des patins la dernière fois. Et cette fois, quand je te mettrai sur des patins, je vais te laisser figer comme Elsa. Il parlait trop. Il se croyait intouchable, jusqu'à ce que la réalité les frappe de plein fouet. Mes pensées sur Sean O'Malley, c'est que ce mec est fragile. Round 2, Sterling dessus. Ah. Voici 20 combattants arrogants de l'UFC qui ont été brutalement remis à leur place. Le trash talk peut déstabiliser un adversaire, mais c'est un jeu dangereux. Parce que si tu ne peux pas assumer derrière, ça peut te hanter à jamais. Ces 20 combattants ont trop parlé face à de vrais guerriers, avant que leurs mots ne se retournent contre eux. On commence avec l'une des rivalités les plus sombres de l'histoire de l'UFC, quand Conor McGregor a dépassé les limites et en a payé le prix. Une fois la cage fermée, la tension avec Khabib Nurmagomedov montait depuis 2016, après le titre de McGregor chez les légers. Khabib n'a pas accepté, convaincu que cette opportunité lui revenait après des années de combat. Je veux me battre avec ton poulet, parce que c'est le combat le plus facile dans la division des poids légers. Pendant que Conor McGregor poursuivait un énorme combat en boxe après son titre, Khabib Nurmagomedov, lui, continuait d'enchaîner les victoires. Privé de sa ceinture pour inactivité, McGregor a laissé sa place et Khabib a enfin obtenu sa chance au titre à l'UFC 223. Sur la carte, il y avait aussi Artem Lobov, proche de McGregor. Et quand Khabib l'a croisé dans un hôtel, il l'a confronté, allant même jusqu'à lui mettre quelques claques derrière la tête. McGregor ne l'a pas du tout pris à la légère. Quelques heures plus tard, il s'envole d'Irlande pour Brooklyn, fait irruption dans l'arène et attaque le bus des combattants, avec Khabib et plusieurs autres à l'intérieur. Envoie-moi un message comme localisation, je viendrai où tu veux, peu importe. Irlande, New York, Brooklyn ou Moscou, peu importe. 6 mois plus tard, l'UFC officialise enfin le choc entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor pour la ceinture des légers à l'UFC 229. Mais pendant la promotion, McGregor va trop loin. Il s'attaque au père de Khabib, insulte sa famille et se moque de sa religion. Le père de Khabib lèche les bottes de Houlihan, publie une photo de Kadyrov à cette mosquée et le père de Khabib publie la photo avec la légende « Ensemble, nous sommes plus forts ». Si les rôles étaient inversés et qu'il avait l'occasion de poignarder cet homme dans le dos, il le ferait sans hésiter pour prendre le contrôle. Son manager est un putain de mouchard, rat terroriste. Mais comme souvent, Conor McGregor a fait tout le bruit. Mon cœur est noir envers cet homme, envers son équipe, envers son peuple. Je pouvais vraiment voir l'intérieur de la tête de cet homme et sourire. Je m'en fiche de lui ou de son peuple. Comme je l'ai dit, il y a des choses bien plus profondes qu'un simple combat le samedi soir. C'est comme ça. Je suis ici. Je vais régler ça de manière noble pour moi-même et ensuite voir ce qui se passe après. Pendant que Khabib Nurmagomedov restait presque silencieux. La veille du combat, il lance simplement un avertissement, froid et discret. Je veux dire Alhamdulillah, Dieu m'a tout donné. Alhamdulillah, je sais que tu as ça, tu n'aimes pas ça. Alhamdulillah, demain soir, je vais écraser ton gars, les gars, je vais écraser ton gars. Le soir du combat, Khabib Nurmagomedov domine Conor McGregor dès le début. Il le contrôle au sol au premier round, puis au deuxième, il l'envoie au tapis avec une droite violente avant d'enchaîner au sol. Au quatrième, Khabib le soumet et lui donne une vraie leçon. McGregor semble se calmer un temps, mais retombe vite dans ses travers. Après cette défaite, il revient avec une victoire rapide contre Donald Cerrone, puis disparaît encore pendant des années. À son retour face à Dustin Poirier à l'UFC 257, il montre un visage plus respectueux, presque méconnaissable. Mais après son KO, McGregor redevient impitoyable. Pour la trilogie à l'UFC 264, il recommence à attaquer, bien avant même que la cage ne se referme. Je m'en fous de lui, pour être honnête. C'est juste comme ça que je suis. C'est un cadavre, un corps mort. Est-ce que cela devient personnel pour vous à ce stade? Non, c'est la vérité. Homme d'affaires, c'est... Tu n'es qu'une petite garce. Ta femme est ton mari. Tu n'es qu'une petite chose, une petite plouque stupide. Le McGregor respectueux avait disparu, remplacé par l'ancien provocateur impitoyable qui ne retenait plus rien en conférence de presse et en interview. Il semble que vous ayez hésité à donner la prédiction officielle de Mystic Mac pour celle-ci. Pouvez-vous vous prononcer ici? Oh, j'ai dit que je vais le sortir sur une civière. Il va sortir sur une civière dans ce combat. Quel round, monsieur? Vous paierez pour voir ça.
Le soir du combat, tous ces discours n'ont servi à rien. Quelques secondes avant la fin du premier round, Conor McGregor se fracture le tibia et ne peut pas continuer. Dustin Poirier prend alors clairement l'avantage dans leur rivalité. Même après 2 humiliations consécutives, McGregor reste pourtant sous tension, toujours aussi bouillant. Ta femme est dans mes DM. Hey bébé, réponds-moi sur WhatsApp plus tard. On sera à l'after party, le Windmill Club, bébé. Hey, tu es canon, toi, petite. La rivalité entre Dustin Poirier et Conor McGregor était déjà intense, mais rien comparé à celle entre Israel Adesanya et Alex Pereira, car l'ancien rival du champion allait tout bouleverser. Arrivé à l'UFC en 2021, Alex Pereira se fait rapidement remarquer avec 3 victoires en 1 an, dont un combat décisif pour le titre face à Sean Strickland. Très vite, l'organisation met en place le combat que tout le monde attendait. Le champion invaincu des poids moyens, Israel Adesanya, doit défendre sa ceinture contre l'homme qu'il a déjà battu 2 fois en kickboxing, dont un KO violent. Malgré ses défaites passées, Adesanya arrive confiant dans ce choc. J'ai battu ce gars lors du premier combat. Pas de manière folle, mais les juges lui ont donné la victoire. Deuxième combat, je l'avais sur des patins et j'ai pris une décision, une erreur de ma part. Et c'était une belle histoire pour lui parce que dans son jardin, après avoir perdu 2 rounds, au 3e round, il vient et me met KO. C'est une belle histoire pour lui. Rira bien qui rira le dernier et c'est moi qui vais rire le dernier. Bien avant même l'officialisation du combat, Israel Adesanya répétait qu'il allait laisser Alex Pereira figé comme Elsa. Crois-moi, il sait que je l'ai mis sur des patins la dernière fois. Et cette fois, quand je te mets sur des patins, je vais te laisser figé comme Elsa. Et même pendant la Fight Week, Izzy ne s'arrête pas, affirmant encore et encore que Pereira ne mérite même pas un combat pour le titre. Pensez-vous qu'il mérite d'être dans la position où il est maintenant? Avez-vous l'impression que c'est... Mériter est subjectif. Mériter, tout le monde mérite ça. Gagner. As-tu gagné la position? C'est ça. C'est ça que tout le monde dit. Mérite. L'as-tu gagné? Les gens disent, je ne mérite pas cette merde. Ils disent, oh, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas d'avoir tout cet argent, toutes ces récompenses et tout ça. Je suis comme, va te faire foutre. J'ai gagné cette merde. Gagner, je ne pense pas qu'il l'ait gagné, pour être honnête. À l'UFC 281, Israel Adesanya passe tout près de prendre sa revanche en ébranlant Alex Pereira à la fin du premier round, sauvé de justesse par la cloche. Le combat devient ensuite un échange intense. Izzy domine en striking, tandis que Pereira reste patient, à l'affût du bon moment. Et ce moment arrive au 5e round. Gauche puissante, puis TKO. Adesanya prendra sa revanche avec un KO à l'UFC 287. Mais le déclin est déjà en marche. Une nouvelle sensation monte et va le faire paraître méconnaissable. Quand Adesanya affronte le Sud-Africain Dricus du Plessis à l'UFC 305, il arrive avec une seule idée, se venger. Furieux, Izzy veut lui faire payer une déclaration polémique, où Dricus du Plessis remettait en question le fait qu'il soit, avec Kamaru Usman, de vrais champions africains, puisqu'ils ne vivent plus ni ne s'entraînent en Afrique. Ces ceintures sont-elles jamais allées en Afrique? Autant que je sache, elles sont venues en Amérique et en Nouvelle-Zélande. Je vais emmener une ceinture en Afrique. Israel Adesanya n'a pas du tout digéré les propos de Dricus du Plessis, et il le pique à chaque occasion. Tu veux être parfait, tu le ressens ainsi, bien sûr. Mais mec, c'est difficile de faire ça contre moi. Avant même que la cage ne se referme, Izzy tente de le déstabiliser. Quand tu remporteras la ceinture à nouveau, prévois-tu de la ramener en Afrique? Mardi, je retourne au Nigeria. Je pense que vendredi, je vais en Afrique du Sud. Et puis la semaine suivante, je retourne en Nouvelle-Zélande. Je suis un enfant de la Terre. Je suis un enfant de la Terre. Et quand je prends cette ceinture, je l'emmène partout avec moi. Mais quand du Plessis réplique, Adesanya est touché en plein cœur. Emmenez-vous les domestiques avec vous? Êtes-vous de retour? De quoi tu parles? Tu ne sais même rien de mon histoire. Tu n'as aucune idée de qui je suis. Je me fiche de ton histoire. Ah, je fais ça pour ma famille. Je fais ça pour les gens que j'aime et je me battrai pour vous pour toujours. Je le jure devant Dieu. Regarde ça, je suis un putain d'être humain. Je suis un homme, je peux pleurer et te botter le cul en même temps. Je ressens l'amour de la foule. La première fois que j'ai combattu ici, 2-2-1, c'était en février 2018. C'était moi réalisant mon rêve. Dimanche, je vais foutrement tuer tes rêves. Salope, je veux foutrement tuer tes rêves. Dans la cage, le combat reste équilibré. Jusqu'au 4e round, Dricus du Plessis envoie une énorme droite qui ébranle Israel Adesanya. Il enchaîne immédiatement avec un takedown, puis verrouille un étranglement arrière pour finir le combat. Après la défaite, Adesanya fait preuve d'humilité, respectueux, sans excuses, acceptant pleinement le résultat.
Je savais déjà qu'il était fan de moi. Je savais qu'il était fan de moi, mais je suppose que maintenant, je suis fan de lui. Parce qu'on a été là-dedans, on l'a fait. Et quand je serai en Afrique du Sud, je le contacterai. Mais j'ai dit, Beagle, écoute, on peut traîner ensemble. Mais sache que quand on devra se battre à nouveau, je vais te tuer. Il a dit, je vais te tuer aussi. Alors que Israël Adesanya accepte sa défaite avec classe, Jamahal Hill, lui, refuse de donner du crédit à son adversaire, même après une lourde humiliation qui marque sa carrière. À l'UFC 300, Alex Pereira arrive en champion des poids mi-lourds. Mais Hill reste très attendu, lui qui avait laissé vacante la ceinture à cause d'une blessure. Résultat, il parle comme le vrai roi, prêt à revenir reprendre son trône. Oh, ne doutez pas que je suis là pour l'éliminer. Il doit aller dormir. Il n'y a qu'une seule façon que cela se termine, c'est d'accord qu'il me classe 4e. Ça me va. Vous savez, peu importe ses opinions, peu importe, on va entrer là-dedans et voir. C'est tout. On va entrer là-dedans et voir. Vous savez déjà comment je viens. Jamahal Hill en faisait tellement des tonnes que la plupart de ses déclarations faisaient rire tout le monde. Oh, tu vas le mettre KO? Ouais, mec, je dois le mettre KO. Je dois le faire taire. Je dois le faire taire. Lui, l'arrêter dans ce qu'il fait de mieux et l'endormir. Il est même allé jusqu'à affirmer qu'il était à des années-lumière devant Alex Pereira. Tu es connu pour mettre beaucoup de gars KO. Alors vois-tu ce combat se dérouler de la même manière où tu vas mettre Alex KO? Oui, je veux dire, oui, 100%. Je me vois comme supérieur partout. Je me vois comme un meilleur frappeur, un meilleur lutteur, un meilleur dans le clinch, un meilleur penseur partout. Je suis supérieur à lui partout dans ce jeu et je vais montrer les niveaux de cela. Lors du face-off, Jamahal Hill en rajoute encore, avec une mise en scène ridicule, une tête en pierre accrochée à une chaîne qu'il balance, comme pour annoncer le sort de Alex Pereira. Mais le soir du combat, il va payer ses provocations. Le début est prudent, chacun cherche le bon timing. Puis Pereira encaisse ce qui ressemble à un coup bas, et réplique immédiatement avec son crochet gauche signature. Hill s'effondre, et se fait finir dans la foulée. Combat terminé en à peine 3 minutes 14. Depuis cette défaite, Hill enchaîne les revers et se retrouve en grande difficulté dans la division. Mais il n'est ni le premier, ni le dernier à avoir trop parlé. Magomed Ankalaev tente la même approche face à Pereira, mais repart avec ce que beaucoup considèrent comme de simples excuses. À l'UFC 313, Alex Pereira s'incline face à Ankalaev par décision serrée, lui laissant la ceinture des mi-lourds. La tension était déjà là, mais avant leur revanche à l'UFC 320, elle monte encore d'un cran. Provocation sur les réseaux, échange tendu jusqu'au Performance Institute. Pereira va même jusqu'à accuser Ankalaev de l'éviter. Magomed Ankalaev réagit avec colère et nie fermement les accusations. Le trash talk, c'est quelque chose que tu utilises pour pimenter le combat et dire quelque chose de drôle ou peut-être juste pour être salé. Mais quand tu mens aux gens en disant « Oh, je l'ai vu et il s'est caché » ou « Il se cachait dans un pays », des trucs comme ça qu'il a récemment dit, je ne respecte pas les gens comme ça. Pourquoi mentir sur quelque chose qui n'est jamais arrivé? Mais à partir de là, le trash talk s'intensifie. Ankalaev enchaîne les piques contre Alex Pereira, avant d'être recadré par Dana White. Samedi soir, je vais le tabasser comme s'il m'avait volé quelque chose. Il ment depuis le premier combat. Il a dit que j'avais refusé des combats contre lui, que j'avais dit non. Dana est juste ici, il peut le confirmer. Demandez à Dana. Ce type ne refuse jamais de combat, jamais. Qu'il soit blessé ou non, ce type s'en fiche. Il est en vacances, il dit oui et vient, croyez-moi. Le soir du combat, Alex Pereira arrive avec une seule mission. Dès le début, il met la pression et envoie un énorme crochet du droit qui ébranle Magomed Ankalaev. Il enchaîne avec une pluie de coups, poings et coudes, jusqu'à l'arrêt de l'arbitre. Combat expédié en 1 minute 20. Ankalaev évoque ensuite une blessure aux côtes avant le combat. Ironique, lui qui s'était moqué de la même excuse après l'UFC 313. Un premier retour de karma pour lui. À l'inverse, Colby Covington semble immunisé contre toute humiliation, même après la correction infligée par son rival Kamaru Usman en 2019. Covington provoquait déjà Usman bien avant leur affrontement. Mais avant l'UFC 245, il franchit un tout autre cap. Il n'est pas impressionnant, il est nul en combat et le 14 décembre, je vais le démasquer. Je veux que les gens me détestent. C'est un modèle commercial. Personne ne se soucie de toi. Tu es ennuyeux, mec. Les gens préféreraient regarder des mouches plutôt que de te voir te battre. Kamaru Usman avait tout le soutien du monde du MMA et promettait une violence pure. Faisons du bruit le 14 décembre. Vous avez hâte que je massacre ce clown? Merci.
Une fois la cage refermée, les deux s'affrontent pendant 5 rounds d'une brutalité extrême. Mais Usman inflige un peu plus de dégâts, allant jusqu'à casser la mâchoire de Colby Covington. Dans le 5e round, il le secoue encore, enchaîne avec un ground and pound violent, forçant Marc Goddard à arrêter le combat. Furieux, Covington ne digère pas et conteste même l'arrêt, qu'il juge prématuré. Marc Goddard voit ça juste devant lui que je me fais frapper à l'arrière de la tête. Vous pouvez regarder la vidéo au 5e round. Je reçois 4 coups à l'arrière de la tête et je suis complètement cohérent et je protège l'arrière de ma tête. Et quand je protège l'arrière de ma tête, il arrête le combat. Les deux se retrouvent à l'UFC 268. Mais Colby Covington subit encore une défaite embarrassante. Même après la perte de ceinture de Kamaru Usman et une nouvelle chance face à Leon Edwards, Covington reste provocateur et s'enfonce encore plus. En route vers sa 3e chance pour le titre à l'UFC 296, il continue son trash talk incessant contre Edwards en conférence de presse. Il a littéralement la personnalité d'une limace. Il fait paraître Usman comme James Brown, l'artiste. Il t'a mis KO avec l'un des coupes de Masvidal. Il ne m'a pas mis KO, il ne m'a pas mis KO, mec. L'arbitre a dû tricher, je l'ai battu pendant 5 rounds d'affilée. Leon Edwards n'y prête pas vraiment attention au départ. Mais la tension monte quand Colby Covington franchit une limite en évoquant le père d'Edwards, ancien membre de gang à Kingston, tragiquement abattu dans une discothèque de Londres en 2004 à la suite d'un conflit d'argent. Littéralement, t'es tellement stupide. Samedi soir, je vais t'emmener dans un endroit où tu ne veux jamais être. Je vais t'emmener au 7e cercle des cheveux. Enfer. Non, je t'emmène au 7e cercle de l'enfer. Toi, on dira bonjour à ton père pendant qu'on y est. Oh. Petit, regarde, il a son champion des sentiments ultimes. Ce n'est pas un champion de combat ultime, c'est un champion des sentiments ultimes. Leon Edwards est furieux, mais il contrôle ses émotions, attendant le moment de répondre dans la cage. Après cette situation, les choses sont-elles devenues un peu plus personnelles entre vous deux? Ah, bah vraiment, tu es un connard, mais assure-toi de garder la même énergie en coulisses. C'est tout ce que je dis. Assure-toi de garder cette putain d'énergie pour le ring samedi soir, salope. Ouais, je le ferai. On se verra dans le ring samedi soir, salope. Une fois le combat lancé, le trash talk de Colby Covington ne vaut plus grand-chose. Edwards reste un cran au-dessus pendant tout le combat. Il touche proprement avec son striking d'élite, défend parfaitement les tentatives de takedown et après 5 rounds, s'impose par décision unanime. Une victoire qui met fin à la domination de Covington au sommet des welters. Mais après avoir battu un adversaire aussi provocateur, Edwards commence lui aussi à afficher une certaine arrogance, signe du début de sa chute. À l'UFC 304 à Manchester, la soirée s'annonçait parfaite pour les combattants britanniques. Mais pour le champion des welters, elle tourne au cauchemar. Belal Muhammad arrive pourtant en outsider sur le papier. Lors de leur premier combat en 2021, interrompu par un high poke alors qu'Edwards dominait, ce dernier sortait de 2 victoires contre Kamaru Usman et d'une série de 12 victoires consécutives. Il ne voit donc pas Muhammad comme une vraie menace. Leon Edwards avait promis un KO brutal. Tu vas te faire mettre KO, mec. Ouais, tu le sais, trop lent. Tu es trop petit, tu es trop lent. Ta portée est trop, tu vas te faire mettre KO. Fin de... Mais en face, Belal Muhammad était l'un des seuls à y croire vraiment. Le 27 juillet, je vais être dans la meilleure forme que j'ai jamais eue et ce sera votre pire cauchemar. En main event, il choque tout le monde. Pression constante pendant presque 4 rounds, takedown à volonté et domination aussi bien au sol que debout. Edwards n'arrive à exister qu'au 5e round avec quelques coups de violent. Mais c'est trop tard. Décision unanime pour Muhammad, qui devient champion. Mais au lieu de construire sur ce titre, il répète les erreurs de ses prédécesseurs. Trop de confiance, trop d'arrogance et une défaite évitable. À l'UFC 315, Belal Muhammad doit défendre sa ceinture pour la première fois face à la sensation montante Jack Della Maddalena sur une série de 18 victoires consécutives. Mais Muhammad ne le prend pas au sérieux, persuadé d'avoir un combat facile. Je vais le mettre KO, je vais entrer là-dedans, je vais montrer que je suis le meilleur boxeur de la division des poids mi-moyens, je suis le meilleur combattant de la division des poids mi-moyens et je vais montrer ma domination à nouveau. Belal Muhammad respectait les qualités et la dureté de Jack Della Maddalena, mais il était convaincu d'être à un tout autre niveau. C'est un bon attaquant. Il a une longue série en cours, mais la différence, c'est qu'il n'a jamais combattu quelqu'un comme moi, qu'il n'a jamais vu quelqu'un comme moi. Il y a des niveaux de pression, il y a des niveaux d'expérience. Je pense que ça va lui faire mal. Tellement confiant qu'il pensait même ne pas avoir besoin de son lutte, estimant que son striking était désormais assez affûté pour rivaliser avec Canelo Alvarez. Tu vas voir ce que signifient les mains de Canelo. Jack tombe à 3, il est mis KO.
Jack Della Maddalena, lui, n'y croyait pas une seconde, surtout en sachant que la majorité des victoires de Belal Muhammad étaient obtenues à la décision. Je veux dire, je serais assez embarrassé s'il me cassait. Il n'a jamais cassé personne, donc je ne suis pas trop inquiet, mais je m'attends à un combat difficile. Dès la fermeture de la cage, Belal Muhammad et Jack Della Maddalena partent à la guerre. Le combat reste majoritairement debout et à la fin, les deux sont en sang, épuisés. Mais Bilal encaisse le pire. Lèvres fendues, nez cassé, orbite fracturée. Après 5 rounds éprouvants, les juges donnent la victoire et la ceinture à Della Maddalena. Quelques jours plus tard, Muhammad reconnaît ses torts, admettant que s'éloigner de son plan de jeu lui a coûté très cher. J'ai toujours pensé que j'étais le meilleur au monde et je pense toujours que je suis le meilleur au monde. J'étais comme, frérot, je peux échanger des coups avec ce gars. Comme les gens viennent me dire que je ne peux pas échanger des coups avec lui et évidemment, nous avons perdu le combat. Mais frérot, nous avons tenu tête à tête avec lui. Et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire et faire ce qu'ils veulent faire. Je suis allé contre le plan de jeu. J'ai fait à ma façon et à la fin de la journée, je vais vivre avec ça. La confiance est essentielle dans le combat, mais manquer de respect et sous-estimer son adversaire, c'est une erreur. Surtout quand cet adversaire s'appelle Sean O'Malley. Et pourtant, Aljamain Sterling affiche une confiance excessive, jusqu'à tout perdre. Ce pourquoi il avait travaillé si dur. Quand O'Malley obtient sa chance pour le titre des poids coqs à l'UFC 292, il arrive en outsider. Beaucoup, y compris Sterling lui-même, s'attendent à le voir se faire soumettre, grâce au grappling d'élite d'Aljo. Il m'évite, il ne veut pas me regarder dans les yeux. C'est comme ça, on a quelques jours et je vais botter le cul de cet imposteur. Qui ce connard a-t-il combattu? Qui ce type a-t-il combattu? Il va être exposé sur soi. Exposé? J'ai hâte. Aljamain Sterling va même jusqu'à rabaisser publiquement Sean O'Malley, le qualifiant de fragile et surcoté. Avancé sur Sean O'Malley, c'est que ce type est fragile. Vous pensez que si je peux abattre un gars petit et trapu comme Henry, qui est en fait médaillé d'or et a une bonne défense contre les takedowns, qu'est-ce que je vais faire à Sean O'Malley? Soyons honnêtes ici, les gars. Mais le soir du combat, il comprend vite que trop parler, ça se paie. Dès le début, O'Malley neutralise ses tentatives de takedown et le garde constamment sous pression, le forçant à se découvrir. Au deuxième round, tout bascule. Un énorme contre en crochet du droit, puis un ground and pound décisif. Sean O'Malley s'empare de la ceinture des poids coqs. Il célèbre la victoire, pendant que Sterling encaisse la défaite. Ça craint vraiment, je veux dire, je ne vais pas mentir à ce sujet. Il y avait beaucoup de choses qui entraient en jeu dans ce combat, tu sais, le retour rapide, tout ça, mais j'étais content de le faire. Pas d'excuses. Sean, il a fait du bon travail, mais la seule chose que je savais qu'il ferait bien, c'est ce compte en reculant. Ouais, c'est juste un bon coup, mec. Luke Rockhold est un autre champion trop sûr de lui, qui va être brutalement remis à sa place, sans jamais vraiment s'en remettre. Avant de défendre son titre des poids moyens à l'UFC 199, il affiche une confiance totale. Il avait déjà battu Michael Bisping et voit cette revanche comme une simple formalité. Tu es juste un gars moyen, tu es juste un gars moyen. Bon je suis un putain de samouraï. Je vais entrer là-bas silencieusement, sans être détecté, et je vais te mettre KO. Les samouraïs je vais faire mon coup et je vais foutrement partir. Je serai sur le prochain contrat, regarde-moi. Rockhold le provoque publiquement, persuadé que rien ne peut lui arriver. Je n'ai pas besoin d'une police d'assurance pour te botter le derrière. Je n'ai pas besoin d'un genou. Je n'ai même pas besoin de marcher. Je ramperai sur cette cage. Eh bien, arrête de parler de tes blessures alors. Et je te botterai toujours le cul. Mais Bisping, lui, arrive avec sa propre confiance et le soutien massif du public pour le porter. Tu y crois et tu y arrives. Et c'est ce que je fais. Je sais ce que je vais faire. Je sais que je suis meilleur que ça. Je sais que je vais le mettre KO. On dirait le pire livre de développement personnel que tu aies jamais lu. Concevoir, croire, réussir, ferme-la. Dès le début, Michael Bisping utilise un jeu de jambes précis pour éviter le grappling de Luke Rockhold et maintenir le combat debout. Après quelques échanges, Bisping envoie un énorme crochet du gauche qui le fait vaciller, puis le termine quelques secondes plus tard par KO. Le champion s'effondre, inerte sur le canevas. Et malgré une défaite aussi violente, Rockhold reste défiant, toujours persuadé qu'il reviendra plus fort. Certains disent que la vengeance est douce. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est mieux que doux. Luke, allez mon pote. Quand la situation était inversée, je me suis penché et je t'ai remercié à ce moment-là. J'ai dit, bien joué. Oui, et je t'ai en fait relevé du sol, et toi, étant le connard que tu es, t'es venu vers moi et tu as été un enfoiré à ce sujet. Je t'ai serré la main. Et tu as dit, je t'ai déjà serré la main, et tu m'as dit d'aller me faire foutre, en gros. Il m'a demandé, sais-tu qui tu es? Sais-tu où tu es, mon pote? Ah. Ouais, c'est après que t'as dit. Hey mon pote, tu t'es fait foutre dehors. Tu t'es fait mettre KO, mon pote. Tu as eu de la chance. D'accord, tu as eu de la chance. Vraiment chanceux. Premier round, mon pote. Quelques heures, les gars. Et je te tuerai.
Mais la suite tourne mal pour Luke Rockhold. Plus de défaites que de victoires, jusqu'à quitter l'UFC. Ironie du sort, Michael Bisping devient à son tour trop confiant et sous-estime un GOAT. Après une défense, il remet son titre en jeu à l'UFC 217 face à Georges Saint-Pierre, de retour après 4 ans. Parti en 2013, il revient avec des contrôles antidopage renforcés. Mais Bisping n'y croit pas. Georges, écoute, pendant que tu étais parti, parce que tu avais tellement peur que tout le monde prenne des stéroïdes, j'étais assez homme pour continuer à me battre contre ces gars-là. Tu es parti, tu es allé chasser des extraterrestres. Je ne sais pas ce que tu as fait. Personne n'en a rien à faire d'où tu étais ou de ce que tu as fait. Tu reviens. Le sport est différent. Fin de partie. Michael Bisping critique Georges Saint-Pierre, l'accusant d'éviter les vrais défis, et ne rate aucune occasion de se moquer, allant jusqu'à imiter son accent en conférence de presse. J'ai battu tous les grands. Je vais battre ce gars. Georges est l'un des grands. Je vais l'éliminer. Samedi soir, je vais le détruire, l'éliminer, nettoyer le sol. Warn ce type. Voilà à quel point tu as l'air stupide avec ces têtes de... Tu as l'air d'un idiot. Hé, Georges, ce sont tes gens. Ce sont tes gens, mec. Qu'est-ce que le... Jusqu'au combat, Bisping parle sans arrêt, sans aucun regret. Mais une fois la cage fermée, les mots ne comptent plus. Georges Saint-Pierre passe immédiatement à l'action. Crochet gauche violent, puis ground and pound sans relâche. Au 3e round, il verrouille un étranglement arrière parfait et endort le champion. Après la défaite, Bisping fait preuve de classe, reconnaissant le résultat et donnant le crédit qu'il faut. I didn't win, you know, ultimately that's why we do it. George was the better man. I felt good in there. Just got clipped. That's the way it goes. You go down and he locked up us. He was very strong. You know, he had a good grip. I was trying to fight his hands. You know, not a lot more you can say, really. Dans l'UFC, tu peux parler. Mais si tu ne peux pas assumer, tu tombes. Alors abonne-toi pour plus de combats comme ça. Et rappelle-toi, dans la cage, seuls les actes comptent.